Diffusion en direct en ce moment même sur la chaîne de télévision Al Jazeera de l'intégralité de la nouvelle cassette vidéo enregistrée par Oussama Ben Laden. Le chef d'Al-Qaïda accuse l'Occident de haïr l'islam et justifie les attentats contre l'Amérique en rendant hommage à leurs auteurs. Ben Laden, qui selon certaines sources aurait trouvé refuge au Pakistan. En France, la neige et le verglas perturbent aujourd'hui encore la circulation sur les routes du pays. Un mort dans le sud-ouest et de nombreuses difficultés en Auvergne, Rhône-Alpes et Bourgogne notamment. Suite de notre dossier sur la prostitution qui touche aussi les hommes. Un document dans ce journal, le témoignage à visage découvert d'un garçon qui vend son corps depuis l'âge de 15 ans sur les trottoirs de Marseille. L'extraordinaire périple des euros au milieu de l'océan Indien. La précieuse cargaison des nouveaux billets est arrivée à Mayotte, territoire français d'outre-mer qui, lui aussi, passe à la monnaie unique au 1er janvier. Et puis Johnny roule les mécaniques. Le chanteur se lance dans l'aventure du Dakar avec René Medj, triple vainqueur de l'épreuve comme copilote. Johnny Hallyday a passé la journée à Arras pour les ultimes vérifications. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. 33 minutes d'une violente diatribe contre l'Occident en général et l'Amérique en particulier, accusée de haïr l'islam. Voilà en substance le contenu du nouveau document vidéo enregistré par Oussama Ben Laden et diffusé dans son intégralité en ce moment même par la chaîne d'information Al Jazeera. L'homme qu'on disait mort il y a quelques jours encore nargue donc à nouveau la première puissance mondiale. Tout de suite, un extrait de cette vidéo. أن الغرب عامة وعلى رأسها أمريكا تحمل من الحقد الصليبي على الإسلام ما لا يوصف. Voilà, nous allons revenir sur cette vidéo pour la décrypter plus en longueur dans un instant. Mais d'abord, cette information qui nous est parvenue dans le courant de l'après-midi. Oussama Ben Laden, qu'on disait mort il y a quelques jours encore, aurait trouvé refuge au Pakistan. Éric Monnier, vous êtes en direct à Kaboul et l'information provient précisément du ministère afghan de la Défense. Effectivement, Antoine, c'est en début d'après-midi que le porte-parole du ministre de la Défense afghan ici à Kaboul a créé la surprise en annonçant que Ben Laden se trouverait dans les zones tribales pakistanaises, c'est-à-dire à la frontière avec l'Afghanistan. Il serait sous la protection d'un parti, le parti islamique pakistanais, dont le mollah est en résidence surveillée. C'est de sa résidence surveillée que ce mollah a aussitôt démenti l'information, très vite suivi par le gouvernement pakistanais lui-même, qui parle ce soir, je cite, d'une information à mettre aux ordures. Le Pakistan qui réaffirme d'ailleurs contrôler très fermement sa frontière. Vous voyez que Ben Laden, mort ou vivant, est toujours aussi encombrant et que ce soir tout le monde préférerait le voir chez le voisin. Merci Eric. Alors si cette information se confirme, Ben Laden se trouverait donc, vous l'avez dit en ce moment, dans la zone tribale à la frontière de l'Afghanistan et du Pakistan. Une zone où plusieurs de nos équipes se sont déjà rendues ces dernières semaines. Commentaire Christian Autain. Une zone de non-droit, interdite aux étrangers et propice à tous les trafics. On l'appelle la zone tribale. Située au nord-ouest du Pakistan, c'est une bande de 400 km de long sur environ 150 de large, en rouge sur la carte. Ce territoire est partagé entre diverses tribus qui y vivent comme au siècle dernier. Alors la région, difficile d'accès, est une cachette idéale pour les fugitifs d'Al-Qaïda et en premier lieu leur chef Oussama Ben Laden. Pour leur barrer la route, l'armée pakistanaise a déployé des hommes le long de sa frontière. Ses responsables affirment en contrôler aujourd'hui tous les accès. Pourtant, selon le ministère afghan de la Défense, le chef d'Al-Qaïda serait bien caché quelque part dans cette région, placé sous la protection des partisans du Jamaat Ulema Islam, un mouvement islamique pakistanais qui soutient activement Ben Laden depuis déjà longtemps. Et nous en revenons donc à cette cassette vidéo. C'est le 4e document où l'on entend parler Oussama Ben Laden depuis les attentats du 11 septembre. La première cassette a été diffusée en octobre, la deuxième le 3 novembre et la troisième considérée par les Américains comme la preuve formelle de l'implication d'Oussama Ben Laden dans les attentats le 13 décembre dernier. La cassette diffusée ce soir est donc la 4e où l'on entend Oussama Ben Laden. Voici les principaux extraits de son discours. Le chef d'Al-Qaïda a notamment rendu hommage aux auteurs des attentats du 11 septembre. Il appelle à frapper l'économie américaine. Décryptage Agnès Faramian. Quelques traits de fatigue, une parole essoufflée, la bouche sèche qui témoigne du jeûne du Ramadan et seule nouveauté, un kéfier palestinien en lieu et place du turban blanc.
Pour cette nouvelle apparition, le discours varie peu, avec un nouvel hommage aux 19 étudiants qui ont, dit-il, ébranlé l'Amérique. Les événements du 11 septembre sont une réaction, affirme le chef d'Al-Qaïda, à l'oppression constante contre les enfants de Palestine. Notre terrorisme contre l'Amérique est louable, ajoute Ben Laden. Il vise à stopper l'aide américaine à Israël. Il n'y a pas vraiment de message autre que, en s'adressant à ses partisans, il dit « je suis vif et actif, je me bats encore, restez mobilisés contre ces Américains, cet Occident, ces croisés qui nous combattent ». Selon la chaîne du Qatar Al Jazeera, la cassette est parvenue par courrier, postée du Pakistan par un inconnu. Il est impossible de dire là où elle a été enregistrée. Selon la télévision arabe, l'intervention daterait de 15 jours. Dans ses premières phrases, le chef d'Al-Qaïda explique qu'il est temps de faire le point. 3 mois, dit-il, après les frappes bénies contre l'Amérique. 2 mois, précise-t-il encore, après le début de l'attaque des croisés. On peut donc en déduire que cette intervention a été enregistrée autour du 11 décembre. Dans les premières minutes, Oussama Ben Laden cite un seul événement que l'on peut dater avec certitude, le bombardement américain sur la ville afghane de Rost. C'était le 16 novembre, l'enregistrement est donc forcément postérieur à cette date. Hier, les forces américaines cherchaient encore des indices de la présence de Ben Laden autour de Tora Bora. Cette réapparition du chef d'Al-Qaïda sur les écrans télévisés sonne comme un défi, alors que les Américains le donnaient pour mort. Oui, et le secrétaire à la défense américain Donald Rumsfeld est en ce moment même en train de s'exprimer. Nous rendrons compte de son intervention à la fin de ce journal. Beaucoup d'émotions à New York tout à l'heure pour les adieux de Rudolph Giuliani. Le maire sortant qui a dirigé la ville pendant 8 ans a prononcé un discours dans la chapelle Saint-Paul, toute proche des ruines des tours jumelles. Celui qui vient d'être élu l'homme de l'année par Time Magazine a défendu son bilan, notamment sur la baisse de la criminalité. Et il a rappelé que New York était une ville ouverte en dépit des attentats qui l'ont ensanglanté. La passation de pouvoir officielle avec son successeur, le magnat de la presse Michael Bloomberg, aura lieu lundi. En Afghanistan, sur le terrain politique, le nouveau gouvernement s'emploie à constituer une armée digne de ce nom. Pas facile de mettre au pas et de rassembler toutes ces tribus, milices et autres clans qui doivent apprendre aujourd'hui à cohabiter. Reportage Éric Monnier et Bruno Giraudon. 12 ans durant, ils se sont combattus. Aujourd'hui, ils voudraient bien construire ensemble la nouvelle armée afghane. Les vieux soldats de l'armée communiste et leurs vainqueurs, les Moudjahidines, chassés à leur tour par les talibans il y a 5 ans, sont venus déposer leur candidature pour réintégrer la troupe. Même vétérans, même analphabètes, ils se portent volontaires, par sens de l'honneur ou par nécessité. Pendant 6 ans, j'ai fait le marchand des 4 saisons. Mais avant, dans l'armée, j'étais dans les tanks. J'étais chef des tanks. Pour les heureux admis, rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, et en uniforme s'il vous plaît. La plupart d'entre eux finiront leur carrière interrompue à l'intendance ou l'administration, et ce désormais sans discrimination ethnique ou politique. Vous savez qu'on a signé un accord entre les différentes parties afghanes. On a décidé de travailler sous un seul drapeau maintenant, Moudjahidines et militaires. On est tous unis. Mais le gros de la troupe, c'est parmi ceux-ci qu'il faudra le trouver. Les tombeurs des talibans, ces nombreux commandants et leurs miliciens, représentant autant de factions antagonistes, ont par le passé toujours échoué à cohabiter. Pas facile donc de les convaincre d'intégrer une même armée. Si l'armée travaille sous la loi islamique, on est d'accord. S'ils ont une autre idée, ça sera difficile pour nous. Pour l'instant, aucune faction n'a officiellement décliné l'offre. Ce qui ne signifie pas que l'institution militaire afghane sera aisée à rebâtir. En France, nouvelle journée difficile sur les routes, encore de la neige et du verglas. En Corse, on ravitaille les troupeaux par hélicoptère et dans l'Est, un brise-glace est même entré en action. Christelle Bertrand. Jeter le blé par les fenêtres, c'est la seule solution pour ravitailler les troupeaux. En Corse, les hélicoptères ont sillonné les montagnes toute la journée à la recherche de bêtes isolées et affamées, souvent réfugiées dans des zones inaccessibles. Briser la glace, c'est le travail des bateaux pousseurs. Sur le canal de la Meurthe, la couche de glace atteint 20 cm par endroit. Depuis une semaine, une dizaine d'embarcations comme celle-ci débloquent les péniches figées dans les canaux. Sur l'eau comme sur les routes, les transporteurs sont en retard dans leur livraison. Pour venir ici, de Strasbourg, j'ai quand même mis un jour et demi de plus de route. Un jour et demi de plus. Combien il faut en principe? Il faut 4 jours, j'ai mis 5 jours et demi là. Les voies fluviales sont glacées dans le nord-est.
tout comme les étangs en Camargue. Ici, les canards sont les plus heureux de l'histoire. En hiver, les oiseaux migrateurs font une pause dans cette région. Quand il fait froid, ils ont du mal à trouver à manger, alors les chasseurs sont priés d'attendre une dizaine de jours avant de les prendre pour cible. Caïnca, ce canard a du mal à se déplacer, mais le redout arrive et sur les étangs comme sur les routes, la circulation redevient normale, peu à peu. Oui, dans les Landes, un accident de la route a fait un mort dans la matinée et toute la journée, les bouchons se sont multipliés sur la Nationale 10, notamment à cause des camions en travers. Caroline Pham, Muriel Lassaga. Dérapage, perte de contrôle, le verglas surpris plus d'un conducteur ce matin. Les chauffeurs de ces poids lourds s'en sortent bien. L'homme qui se trouvait au volant de ce véhicule n'a rien pu faire. Il s'est engagé sur la Nationale sans se douter de ce qui l'attendait. C'est une route qu'on emprunte tous les jours parce qu'on fait de la distribution. Mais bon, du verglas, on ne peut pas prévoir, quoi. En plus, depuis le départ, je regardais, on a un thermomètre sur les camions, on regardait, il faisait 5 degrés. Au départ, il faisait 5 degrés, avant de sortir autoroute, il faisait 3 degrés, donc normalement, il n'y avait pas de raison, quoi. Même scénario, un peu plus loin, encore des poids lourds en travers de la chaussée et des kilomètres de bouchons. Certains sont restés bloqués pendant plus de 4 heures. Sur la Nationale 10, la gendarmerie a recensé une vingtaine de camions accidentés. Scénario catastrophe. J'ai vu un gros carnage, un amas de ferraille, il y avait 8 camions dedans, et il y avait 5 voitures à peu près, du verglas partout, des gens qui s'affolaient, un gros bouchon qui s'est créé. C'était vraiment l'hécatombe ce matin. Cet homme aussi s'en sort bien, sa voiture est dans le fossé, un moindre mal. Moi personnellement, j'ai vu la mort de très près déjà, et donc étant donné que je ne pouvais plus passer à cause des camions qui bloquaient la route, je me suis jeté au bas-côté, quoi. Température ce matin au lever du jour, -2 à -3 degrés, de la pluie, des sols froids. Le verglas s'est formé en peu de temps. Et à 6 heures ce matin, il est tombé une averse qui a verglacé instantanément. Parce que la température a chuté, l'averse s'est terminée entre 6h et 6h05. Et à 6h30, c'était une vraie patinoire. 50 accidents au total dans ce département, une quarantaine hier. Météo France annonce heureusement des températures plus clémentes. C'est l'une des conséquences de l'arrêt Perruche. Les médecins pratiquant les échographies sur les femmes enceintes ont décidé de ne plus dispenser cet examen à partir du 1er janvier car ils ne veulent plus, disent-ils, travailler dans l'angoisse et payer par ailleurs des primes d'assurance astronomiques pour couvrir leurs responsabilités. Je vous rappelle que l'arrêt Perruche avait ouvert droit à indemnisation à un enfant qui souffrait de nombreuses malformations congénitales que l'échographie n'avait pas décelées. À Nice, Nathalie Jourdan, Frédéric Séruli. C'est souvent la question qui est posée. Oui. Est-ce que ce sont des vrais ou des faux jumeaux? Cette jeune maman attend des jumeaux, une grossesse à risque. Elle bénéficiera donc d'un examen échographique tous les mois, un régime de faveur dans cet hôpital. Ici, en réaction à la jurisprudence Perruche, les obstétriciens ont décidé de suspendre les échographies de diagnostic anténatal, celles dont le but est de dépister d'éventuelles malformations ou anomalies de type trisomie 21. Il y a des anomalies qui ne sont pas visibles. Et ensuite, parce que même visible, on peut très bien passer à côté pour des raisons d'échogénicité, il y a des patientes chez qui on voit moins bien, il y a des positions du bébé qui font qu'on voit moins bien. Dans les meilleurs des cas, 60% des anomalies seulement sont visibles. Même discours chez les échographistes. Dans ce cabinet, impossible de prendre rendez-vous après le 1er janvier. La prime d'assurance du praticien a été multipliée par 10 depuis l'arrêt Perruche. Difficile de faire face. Pour un praticien qui fait de l'écho anténatal en secteur 1 à 372 francs l'échographie, et il y a 3/4 des gens du collège d'échographie fœtale qui sont dans ce cas-là, ils ont un revenu annuel en gros de 300 000 francs. S'ils ont des primes d'assurance supérieures à ce revenu annuel, ils ne vont pas travailler gratuitement. L'augmentation de la prime d'assurance risque donc d'être répercutée sur le prix de l'examen, à moins que les députés n'inversent la jurisprudence Perruche. La question sera débattue à l'Assemblée nationale le 10 janvier prochain. Moussa Brimat a obtenu gain de cause et il échappe à ce qu'on appelle la double peine, c'est-à-dire l'expulsion après avoir purgé une peine de prison en France. Moussa Brimat a été libéré du centre de rétention de Lyon où il était retenu depuis une semaine. Dans l'attente de son expulsion vers l'Algérie, le ministre de l'Intérieur a finalement décidé son assignation à résidence, ce qui lui permet de rester en France.
L'euro, c'est dans 5 jours maintenant, et plus on approche de la date fatidique, plus l'inquiétude monte chez certains. Près de 10% des supermarchés annoncent qu'ils ne pourront pas rendre la monnaie en euros dans les premiers jours de janvier, faute d'approvisionnement suffisant. Même inquiétude du côté des petits commerçants. Reportage dans les rues parisiennes, Amaury Guibert et Claude Barnier. Alors 2,30 s'il vous plaît. Merci bien, bonne journée. Aujourd'hui, la caisse est pleine, mais ici, après le 1er janvier, on redoute une pénurie de pièces. Le stock d'euros est arrivé. Mauvaise surprise, il est tout juste suffisant pour rendre la monnaie. Le boulanger s'est déjà fait une raison. Dès qu'on n'en aura plus, hein, comme les banques de toute façon ils n'en ont pas, comment voulez-vous qu'on va rendre en francs, puis c'est tout, hein, pour économiser nos euros. Hein. Après le 1er janvier, les commerçants sont pourtant incités à rendre la monnaie en euros lorsque l'on paiera en francs. Pour faire face, beaucoup voulaient des fonds de caisse importants, mais les stocks étaient limités. Dans ce magasin de surgelés, depuis que les pièces ont été livrées, on redoute aussi la pénurie. 30% de ce que nous avions demandé. Concrètement, vous pensez tenir combien de jours? La première semaine de janvier. Pour la Banque de France, il n'y a aucun problème d'approvisionnement. C'est le discours officiel, un discours relayé par les grandes surfaces qui ont été, semble-t-il, les mieux servis. Nous sommes des artisans du lancement de l'euro et forcément la Banque de France nous a facilité également le fait de pouvoir nous alimenter correctement. 6,5 milliards de pièces en euros ont été à ce jour distribuées. Le compte n'y est pas encore. Au 1er janvier, il en faudra 8 milliards pour alimenter les fonds de caisse. Sinon, il faudra sortir la carte bancaire. L'euro qui arrive aussi dans les dom-toms, une opération qui constitue d'ailleurs le plus grand convoyage de monnaie du siècle pour la France. Rien que pour les îles de l'océan Indien, 610 millions d'euros, soit 4 milliards de francs. Après l'avion, la route et le bateau, les nouveaux billets sont donc arrivés à Mayotte. Olivier Caroff, Hélène Rizaché. Plutôt sévère, le comité d'accueil. Ce jour-là, l'île de la Réunion avait une bonne raison de la jouer parano. L'avion le plus cher du monde venait d'atterrir. À bord, dans ses caisses, un demi-milliard d'euros, 22 tonnes de billets tout neufs. C'est le plus gros convoi de fonds organisé par la France pour le passage à l'euro. Dans l'océan Indien, chaque territoire français doit recevoir sa part et pas question de traîner en route. J'ai pas la note. La note, c'est... Palette 9, orange. L'homme à la veste fluo, c'est le grand responsable venu de Paris. La Réunion n'est qu'une étape de son périple. On a les forces armées là, de l'océan Indien qui s'inquiètent du retard que prend l'avion. Car maintenant, c'est l'armée de l'air qui prend le relais. Dans les soutes de ce Transal, 3 millions de billets un peu particuliers. Avec le décalage horaire, ce seront les tout premiers à circuler. Ça se passera à Mayotte. À Paris, on sera encore le 31 décembre, 21h. Pour le moment, on pense surtout à les mettre en sécurité, ces euros. Légion étrangère, gendarmerie et même GIGN, comme à la parade. Affirmatif, RS. Voici le moment le plus délicat, la traversée entre les deux îles de Mayotte. Sur l'une, l'aéroport, sur l'autre, le coffre-fort. Il n'y avait pas le choix. Si on imagine qu'il y a je sais pas combien là-dedans, oh, ça me fout la chitrouille à moi. Moi, ça me donne envie de le toucher carrément, hein, parce que ce nouveau truc, alors là, ça fait du bien. En 20 minutes d'Eurocroisière, le stress est monté d'un cran. Le moment, je dirais, le plus important pour nous, ce sera en fait l'arrivée sur Mamoudzou, qui est en fait la zone la plus sensible, je dirais, au niveau de la délinquance, si on peut dire. Mamoudzou, la grande ville, 20 000 habitants et un niveau de vie 20 fois plus faible qu'en métropole, ça peut créer des tentations. Alors ici, seuls les militaires seront autorisés à décharger les précieux cartons. Dans la réserve du Trésor public, on a fait place nette. Il n'y a plus un franc en caisse. Ils sont réduits en confettis, mais malheureusement on ne peut pas les utiliser pour les fêtes. Nostalgique des billets français, devant cette image ayez le cœur bien accroché, à Mayotte, l'histoire se termine dans une décharge publique. Un cimetière indigne de notre vieille monnaie, peut-être, mais avec quand même la vue sur la mer.
Regain de tension entre les frères ennemis que sont l'Inde et le Pakistan. New Delhi annonce des sanctions diplomatiques et interdit aux avions pakistanais de survoler l'espace aérien indien. Islamabad rétorque en prenant des décisions symétriques. L'Inde accuse notamment le Pakistan de soutenir les séparatistes du Cachemire, à qui on impute l'attaque sanglante du Parlement indien il y a 2 semaines. Alors que depuis les attentats du 11 septembre, le monde a les yeux braqués sur l'Afghanistan, il est une guerre oubliée, celle de Tchétchénie. La Russie y mène ce qu'elle appelle une opération antiterroriste. Mais depuis 2 ans, Moscou n'est toujours pas parvenu à reprendre le contrôle de cette petite république sécessionniste du Caucase. Des combats très violents ont eu lieu encore récemment à Argoun, près de la capitale. Sur des images filmées par des caméramans russes, le commentaire de notre envoyé spécial en Tchétchénie, Dominique Derda. Le face-à-face dure depuis plusieurs heures. À la périphérie d'Argoun, à une quinzaine de kilomètres de Grozny, la capitale, les forces spéciales du ministère de l'Intérieur tentent de déloger des immeubles d'habitation. Les combattants tchétchènes qui s'y sont retranchés après avoir pris pour cible une patrouille militaire. On est le 11, alors pas étonnant, c'est le jour où on a commencé la première guerre il y a 7 ans. En Tchétchénie, chacun à sa manière célèbre les anniversaires. Et la partie pour le moment est loin d'être gagnée pour les commandos russes. Ils font des trous dans les murs et comme ça ils passent d'un appartement à l'autre. Ouais, ils sont comme des rats, t'as beau faire, tu les attrapes jamais. Mieux vaut alors se replier et attendre. Cette nuit ou la nuit prochaine, les indépendantistes finiront bien eux aussi par se retirer aussi facilement qu'ils sont venus. L'opération de nettoyage pourra alors commencer. Elle va durer 3 jours. 3 jours de ratissage systématique, maison par maison, appartement par appartement. Les journalistes trop curieux sont maintenus à distance, alors que là-bas, par dizaines, on embarque tous ceux qui en âge de tenir une arme sont forcément suspects. Des combattants? Non, je ne crois pas qu'on en ait arrêté. Mais des civils, oui, on en a pris pas mal pour vérifier leurs papiers. Au total, une 50aine d'hommes auraient été emmenés vers ces camps de filtration, d'où rares sont ceux qui ressortent indemnes. Souvent, pour récupérer un père, un mari, un fils, elles devront payer une rançon. Certains parfois ne reviennent jamais. Ils pourraient au moins nous dire de quoi ils sont coupables. Ou alors leur seul crime, c'est qu'ils sont nés tchétchènes. À mon avis, c'est ça la vraie raison. Officiellement, il n'y a pas de guerre en Tchétchénie, mais une opération antiterroriste. Quel que soit le nom qu'on lui donne, ce sont toujours les mêmes qui en souffrent. La peine capitale au Japon pour 2 hommes condamnés pour de multiples meurtres. Exécution aujourd'hui par pendaison. 41 personnes ont été exécutées depuis 1993 et 110 attendent toujours dans les couloirs de la mort des prisons japonaises. L'Australie toujours confrontée à de terribles incendies. La principale ville du pays, Sydney, est sous un épais manteau de fumée. 150 maisons ont déjà été détruites. Commentaire Vanessa Rouet. Hautes de plusieurs dizaines de mètres, les flammes dévorent toujours la forêt. Comme des milliers d'autres, ces Australiens abandonnent à la hâte leur domicile et c'est à distance qu'ils observent le front d'incendie long de 700 km. Sydney encerclé par les flammes, Sydney perdu dans un nuage de fumée au petit matin. Toujours sur le pied de guerre, les 5000 pompiers défient sans relâche des feux qui ont déjà ravagé 1000 hectares de brousse. Selon les autorités, près de la moitié de ces incendies ont été déclenchés volontairement. La police australienne vient d'ouvrir une enquête pour identifier les pyromanes. Malgré un léger répit cet après-midi, des vents violents sont annoncés pour la nuit prochaine. Seul réconfort pour les soldats du feu, jusqu'à présent le sinistre n'a pas fait de victimes. Suite ce soir de notre dossier sur la prostitution en France. Une prostitution pratiquée par les femmes dans une immense majorité, mais des hommes s'y livrent également. On estime ainsi en Ile-de-France que la prostitution masculine concerne près de 600 personnes. Ces prostitués masculins sont souvent de jeunes garçons déracinés et perdus. L'un d'entre eux, qui arpente les trottoirs de Marseille, a accepté de livrer son témoignage à visage découvert. Un reportage cru qui, je préfère vous en avertir, pourrait choquer les plus jeunes de nos téléspectateurs. Il est signé Dorothée Cochard et Sylvain Daubat. À ceux qui savent bien qu'il n'a pas de moyens, qui lui demandent avec quel argent il s'offre de nouvelles affaires,
Kader répond que des amis lui font des cadeaux ou alors qu'on lui a remboursé une vieille dette. La toute première fois, je l'ai fait gratuitement, quoi. C'est qu'après le déclic qui m'est venu, quoi. J'avais besoin d'argent, c'est pour ça que j'ai pas hésité à demander, quoi. Parce que aussi je savais qu'il y avait des gens qui faisaient des rapports sexuels tout en étant payés. Donc pourquoi je ferais pas pareil aussi, quoi. Et ça a commencé comme ça? Voilà, ça a commencé comme ça. Ouais. Tu avais quel âge? J'avais 15 ans pour le premier client et après j'ai continué, quoi. Ça fait combien de temps? Là maintenant, ça fait 4 ans. Chaque soir, même rituel. Fond de teint, crème adoucissante, pour protéger du froid et pour plaire aux clients aussi. Je cherche des jeunes qui sont beaux, quoi. Je veux dire, qui ont un visage qui passe, qui ont un physique qui passe, quoi. Ils regardent beaucoup le visage aussi, quoi. C'est une association de Marseille qui lui paie sa chambre. Depuis des années, Kader n'a plus vraiment de lien avec sa famille. De pension en centre d'accueil, il est finalement laissé à lui-même. Il a pris l'habitude de fumer du cannabis. Plusieurs joints par soirée. Au début, c'était un plaisir. C'est devenu une nécessité. C'est... Quelque part, c'est ma truc pour tenir le coup, quoi. Si vous l'aviez pas? J'aurais un petit peu de mal, quoi. Je serais trop nerveux et je sentirais trop mal de le faire sans pouvoir fumer, quoi. Kader a ses habitudes. Une petite place excentrée de Marseille, un lieu de drague qui est connu des échangistes et des homosexuels en quête d'aventure d'un soir. En 4 ans de trottoir, il a toujours évité de se laisser tenter par les proxénètes. Ils exigent la moitié de l'argent gagné. Ils vous promettent de la protection, une place pour travailler où il n'y aura pas de problème, vous pourrez rester sans problème. C'est-à-dire une chambre? Une place sur le trottoir et puis oui, ils vont éventuellement un endroit pour... oui. Les conditions sont pénibles. Eh bien, franchement, c'est calme. Hein. L'attente peut durer plusieurs heures. Et depuis quelques soirs, Kader consomme du rhum pour lutter contre le froid. Mais finalement, le froid, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. 3h30 et pas un client. Kader était sur le point d'abandonner pour ce soir. Bonsoir. Vous recherchez quelque chose? Je fais 100 francs la pipe et 300 pénétration. Franchement, c'est pas trop de mes prix. Parce que vos prix, c'est combien? Moi, c'est 200 francs. Ça te dirait 200 francs? Ah oui, avec plus grand plaisir. Ouais. Étant donné que j'ai fait aucun client. Bon, ben allez, on va faire un tour. Et vous venez souvent ici? De temps en temps. Voilà, on aime un petit peu sortir de l'ordinaire. Et ça t'est battu. Ah Quel âge tu as? J'ai 20 ans. Putain, bel âge. 1 heure plus tard, alors que les pêcheurs s'apprêtent à monter leurs étals, Kader rentre dormir. Pour moi, personnellement, on peut pas dire franchement que c'est un métier, quoi. Parce qu'un métier, c'est pas ça, quoi. C'est pas aussi sale que ça, je veux dire. Mais je le supporte, quoi. Quand je le fais, je me dis, demain, il sera un autre jour, quoi. Kader veut devenir coiffeur et il vient de commencer des cours de remise à niveau pour passer son CAP. Il rate souvent les cours du matin parce qu'il est trop fatigué, mais il dit qu'il est confiant et qu'il garde toutes ses chances. Le ski avec les joies de la neige, mais aussi parfois les entorses, fractures et autres réjouissances. À Avoriaz, c'est une société privée qui récupère les skieurs blessés sur les pistes. Une démarche qui s'inscrit dans le développement de la sécurité en montagne. Notre équipe a suivi la journée d'un médecin au secours des malchanceux. Mathias Hillion et Blaise Grenier. Les pisteurs s'affairent autour du blessé, un skieur qui a fait une lourde chute sur une piste d'Avoria. L'homme est rapidement élitreuillé, direction l'hôpital le plus proche. Cette fois, heureusement, c'est un exercice. Ici, c'est une société privée Mont-Blanc Hélico qui gère les secours. À bord de ces appareils, un médecin et tout le matériel de secours dernier cri. Objectif,
intervenir le plus vite possible en cas d'accident. On se court en montagne, même sur piste de ski. Le but du jeu est d'en faire le moins possible. On fait vraiment ce qui est nécessaire vu l'hostilité du milieu. Dès que le patient est transportable, on l'évacue pour l'amener hors du milieu hostile, hors du froid, au chaud. Quelques minutes plus tard, le docteur Ledoux passe de la théorie à la pratique. En tombant, une skieuse anglaise s'est fracturé le bras. Le médecin intervient sur la piste verglacée. Vous avez des skieurs qui continuent d'arriver sur la piste et qui peuvent éventuellement rentrer dans l'équipe de secours, malgré le balisage par les skis en travers de la piste. C'est extrêmement difficile de faire comprendre aux gens, quand il y a un accident, ils doivent nous aider un petit peu. Secouru par une société privée, c'est la blessée ou son assurance qui devra payer la facture. Nous, l'intervention ici est facturée forfaitairement 406 €. Voilà. Si elle avait chuté hors piste, les secours publics seraient intervenus gratuitement. Après quelques minutes de vol, l'hélicoptère se pose à une cinquantaine de mètres à peine du cabinet médical d'Avoria. Chaque année, de nouvelles stations passent des contrats avec Mont-Blanc Hélico. Ces appareils effectuent près de 1000 interventions par an. Après l'hélicoptère, voici qu'Internet vient au service des malades à l'hôpital Morvan de Brest. Les visites sont très réglementées pour les patients atteints de leucémie et qui ne peuvent quasiment pas sortir de leur chambre stérile. Une association est à l'initiative d'un projet qui leur permet de dialoguer avec leurs proches par le biais d'une webcam. Reportage Jacques Deveau et Gabriel Camilla. Au-delà de cette porte commence la partie stérile de l'hôpital. 14 chambres fermées par des sas où l'on accède avec d'infinies précautions. Les malades passent ici entre 30 et 40 jours sans sortir de leur chambre. Pour Henri, aujourd'hui, c'est une première. Il va dialoguer avec son épouse par l'intermédiaire d'Internet. Qu'est-ce que tu veux que je dise à Pierre ce soir de ta part? D'être le meilleur possible à l'entraînement. Basket toujours. Ainsi, grâce à une caméra et un ordinateur, le malade peut rester en contact quasi permanent avec sa famille. Nous qui sommes dans des chambres stériles, où on n'a pas le droit de sortir de la chambre, moi j'avais l'impression là de côtoyer ma femme comme si elle était à 1,50 m de moi, oui, tout à fait. Pour les familles, c'est aussi un nouveau confort, car les visites dans un milieu stérile sont lourdement codifiées. Blouse, masque, cela prend du temps. Avec Internet, le petit bonjour se donne de chez soi. Bon, allô, Henri? Les malades, au bout d'un moment, ont énormément de mal à reconnaître les personnes qui viennent les voir, étant donné que l'on a un masque devant la figure, qu'on a une tenue pour protéger les cheveux. Comme ça, ils nous voient, disons, un visage découvert. Ce qui n'était pas prévu, c'est que la liaison vidéo soit également utilisée par le personnel soignant. Désormais, les infirmières peuvent surveiller les chambres par Internet et intervenir si le besoin s'en fait sentir. Près de 10% d'augmentation pour les gains des casinos. La saison qui s'achève aura été excellente pour les 170 établissements de jeux en France. C'est celui de la tour de Selvagny-Charbonnières, près de Lyon, qui est en tête du classement des gains devant Divonne-les-Bains. Luc Bazizin et Isabelle de Lyon. Ici, au casino de Cagnes-sur-Mer, comme partout, on annonce la couleur, des sensations venues d'ailleurs. En fait, l'émotion vient concrètement du portefeuille. Et cette année, les clients l'ont ouvert encore plus généreusement qu'avant. Les jeux sont donc faits. Les 170 casinos français ont dégagé près de 2 milliards d'euros, soit 12 milliards et demi de francs, ce qui représente une augmentation proche de 10%. Envie de se débarrasser de ces francs bientôt périmés ou besoin de se persuader qu'il n'y a pas de crise, les joueurs se sont en tout cas rués sur les machines à sous qui à elles seules représentent 90% du produit brut total des jeux. Les bandits manchots font moins peur que la roulette et le tapis vert, tout simplement parce que l'on peut miser moins d'argent. Les casinos se démocratisent aujourd'hui. Les gens viennent volontiers, après un restaurant, après un cinéma, jouer un petit peu dans les casinos. Donc le casino est un lieu de sortie. Mais la roue tourne pour les casinotiers aussi. Après une année rose, ils vont passer des nuits blanches. Du 1er janvier au 17 février, ils devront modifier toutes leurs machines afin qu'elles avalent et redistribuent des euros ou des jetons à l'effigie de la nouvelle monnaie. On comptera alors plus d'euros et moins de zéros. Les professionnels, eux, espèrent faire encore plus d'heureux. En cette période de fête, certaines familles venues de province en profitent pour faire découvrir à leurs enfants les beautés de la capitale. Les parcs de loisirs, la tour Eiffel, les bateaux-mouches. Il y en a pour tous les goûts, même les papas y trouvent leur compte. Éléonore Gay, Patrice Brugère. À Paris, chaque nuit.
Des filles à plumes, du strass qui étincelle, une certaine idée de la féerie de Paris que les touristes viennent chercher dans ce cabaret de Pigalle. Champagne et paillettes, ce couple de la Haute-Garonne rêvait depuis 3 mois de cette soirée entre amis. En fait, surtout monsieur. Moi, c'est toujours pour voir les femmes. Les belles femmes de Pigalle. Mais cette soirée n'est qu'une petite mise en jambe avant la grande épreuve du lendemain. L'ascension de la Tour Eiffel, cette fois avec les enfants, 324 mètres de concentré de Paris qu'il faut gravir. Je pense qu'elles vont être impressionnées. On s'en rend pas compte. Non, non. Après la nuit d'hier, je suis crevée moi. Le pire, c'est qu'il va falloir les redescendre. Quelques centaines de marches plus tard, enfin le premier étage. En face, c'est là. Ça, c'est la Défense là-bas. La Défense, ah, c'est oui. pas les Chailloux. C'est superbe, hein. C'est vrai que tu as une vue géniale d'ici. Hein. Attends, mais encore... Regarde les péniches. Hein. Tu sais ce qui aurait été sympa de faire avec les enfants aussi, un tour de bateau. Un tour de bateau mouche. Ouais. Mais il n'y aura pas de temps pour la navigation dans l'agenda parisien de ces touristes. Allez. Ultime étape de la visite, emmener les filles sur les Champs-Élysées. Ça fait très longtemps qu'on leur dit, on vous amènera à Paris un jour, à Noël, vous verrez les Champs-Élysées illuminés, la Tour Eiffel, et voilà, donc c'est fait. Demain, de retour chez eux, ils risquent de trouver leur village bien petit. La dernière fois que Johnny Hallyday s'est produit à Arras, c'était le 14 juillet 1996 pour un concert sur la Grand Place. Mais c'est une autre musique qu'on entendra demain soir à l'occasion du départ du Dakar, celle des 250 chevaux de son 4x4 de course. Johnny participe au plus mythique des rallye raids et c'est la première fois. Dernière journée de préparatifs pour le chanteur, reportage Julien Beaumont et Guillaume Viard. J'en m'appelle l'idole des jeunes. C'était l'idole des jeunes, c'est maintenant la star du Dakar. Johnny Hallyday à Arras pour la séance de vérification technique. Qu'on se le dise, Johnny est venu ici en pilote et non en chanteur. Je ne suis pas venu faire des photos, je suis venu parce que c'est ma passion, que j'aime ça et que j'ai envie d'être traité comme un autre concurrent. Je n'ai pas du tout envie d'avoir du favoritisme où que ce soit. La favorite de ce Dakar, c'est sans doute elle, Jutta Kleinschmidt, vainqueur de la précédente édition. À moins que cette année encore, Jean-Louis Schlesser tente de lui ravir la première place avec sa voiture de course à moteur diesel. Pour gagner une course, c'est pas simplement la voiture et c'est pas simplement le pilote. Il faut une équipe aussi et il faut un entourage. Donc je crois qu'il y a plusieurs pilotes qui sont bien entourés, bien armés pour la victoire, effectivement. De l'expérience, c'est justement ce qui manque à ces engagés. Un tiers des 434 concurrents participent pour la première fois à l'épreuve. Auto ou moto, ce sont eux qui font le succès du Dakar. Et même à Arras, quelques attentions les mettent tout de suite dans l'ambiance. Voilà, le Dakar à suivre bien sûr sur France Télévisions avec toutes nos équipes. On en revient à l'actualité internationale avec la diffusion de la nouvelle cassette d'Oussama Ben Laden. Le chef d'Al-Qaïda y rend hommage aux 19 auteurs des attentats du 11 septembre et annonce que la fin de l'Amérique est imminente, même si lui-même devait mourir. Ben Laden qui incite à frapper les intérêts économiques américains. L'intégralité de cette cassette vient d'être diffusée sur la chaîne Al Jazeera. Nous allons tout de suite aux États-Unis. Un point de presse a eu lieu auprès du secrétaire à la défense américain, Donald Rumsfeld. Alain de Chalvron, vous êtes en direct. Comment réagissent les Américains ? Oui, écoutez, le point de presse n'est pas tout à fait terminé, mais enfin, disons que pour l'essentiel, Donald Rumsfeld a dit qu'il n'avait pas regardé la cassette de Ben Laden et qu'il n'avait donc rien à dire en ce qui la concerne. Il ne faut pas prendre ce que dit M. Ben Laden pour parole d'évangile, pour un oracle. C'est un homme, dit-il, qui a pris en otage une religion. L'administration américaine, autrement dit, traite par le mépris ces nouvelles déclarations télévisées de Ben Laden. Vous savez que le porte-parole de la présidence, de la Maison-Blanche du président Bush, avait simplement déclaré que ce n'était que de la propagande terroriste. Alors, deuxième question, que pensez-vous, a-t-on demandé à Ronald Rumsfeld, des déclarations de Kaboul, selon lesquelles Ben Laden aurait trouvé refuge au Pakistan? Et là, Donald Rumsfeld a répondu à sa manière avec humour, il est peut-être au Pakistan, il est peut-être en Afghanistan, peut-être ailleurs, ou peut-être mort. Autrement dit, je n'en sais rien.
Merci Alain de Chalvron. Et puis j'ajoute à propos de cette dernière minute que le kamikaze du vol Paris-Miami d'American Airlines, Richard Reid, vient d'affirmer au FBI avoir acheté l'explosif à Amsterdam et avoir fabriqué cet engin tout seul, bombe qu'il avait, vous le savez, dissimulée dans ses chaussures. C'est ce qu'on vient d'apprendre de sources françaises proches du dossier. Voilà, c'est la fin de ce journal. À suivre, la météo présentée par Isabelle Martinet. Pluie sur la majeure partie du pays demain, puis le point route de Valérie Maurice. Attention, perturbation ce week-end avec le départ du Dakar à Arras, qui fera ensuite étape à Châteauroux, puis Narbonne dimanche. Ne manquez pas ce soir en famille le monde merveilleux de Disney, présenté par Julie Snyder à 0h30. Le dernier journal avec Eve Mettet, 13h Daniel Bilalian, demain soir Françoise Laborde. Très bonne soirée sur France 2. On se quitte sur des images spectaculaires de la course à la voile Sydney-Hobart, une course toujours très dangereuse. La preuve avec cette tornade qui a bien failli couler l'un des voiliers en compétition. Heureusement, pas de blessés à bord.